Bienvenue dans le cours de l'UE20 du Master éthique de Paris Sud, la démocratie en santé à l'épreuve du coronavirus. Donc on commence le module 1 en compagnie de Florent Troquet-Lopez, qui est professeur en classe préparatoire à Saint-Germain-en-Laye, sur le thème de ce module, quelle éthique pour notre démocratie en période de crise sanitaire. Donc avant de parler plus spécifiquement de démocratie sanitaire, hein, c'est le thème de ce cours, de démocratie sanitaire plus particulièrement pendant la crise du coronavirus, il nous apparaît important d'évoquer la question démocratique en temps de crise. D'abord, qu'est-ce que c'est que la démocratie, comment elle s'exprime, quelles sont ses pratiques et comment est-ce qu'elle peut s'exprimer effectivement en période de crise. Pour commencer, Florent Troquet-Lopez, nous avons vu de nombreux représentants politiques, médecins, soignants, qui nous ont effectivement évoqué cette rhétorique de la guerre en disant qu'en temps de guerre, ce n'est pas le moment de la concertation ou de la pratique démocratique. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette rhétorique ? Alors oui, cette rhétorique de la guerre, elle a été impulsée par le président de la République dans son allocution, dans une très belle anaphore qui a scandé son discours, et qui, en effet, semblait dire que finalement, on était dans un contexte d'urgence où la nation devait se mobiliser, mais sur le mode d'une sorte d'unanimité, comme si finalement on avait un adversaire commun et comme si l'action de tous les acteurs de la société devait être orientée dans cet objectif commun. Alors, cette rhétorique guerrière, bon, elle posait déjà un problème, et cela a déjà été évoqué par de multiples commentateurs. Hein. C'est que, bon, évidemment, il s'agissait d'un abus de langage, une métaphore, mais qui était un abus de langage, surtout dans la bouche d'un dirigeant politique de premier plan, dans la mesure où, évidemment, le virus ne peut pas être comparé à un adversaire dans le cadre d'une guerre. La guerre est une pratique qui suppose justement que l'on soit dans une situation d'égalité par rapport à son rival. Bon, pas forcément une égalité d'ailleurs en force, mais une égalité de nature. Et évidemment, ici, ça n'était pas le cas, puisque le virus, bon, qui est un être biologique, animé d'une sorte d'élan, bon, n'a pas pour autant, évidemment, conscience de lui-même, de ses actions et de ses fins. Bon, alors ça posait déjà un premier problème, mais surtout, ça posait un problème, en effet, dans le cadre démocratique, justement parce qu'au fond, la question des fins, des finalités, se trouvait en quelque sorte résolue d'avance dans cette rhétorique de la guerre. Or, j'allais dire précisément, la question politique en tant que telle, c'est la question des fins, c'est la question de ce que les Grecs appelaient le télos, c'est-à-dire l'intention, la finalité dans laquelle s'inscrit une action. En quoi d'ailleurs c'est une question éthique, évidemment de premier plan. Or, cette question politique sur les fins, sur les finalités, dans le contexte de la démocratie, elle doit faire l'objet d'une délibération. C'est-à-dire qu'il n'y a démocratie qu'à partir du moment où il y a réflexion collective sur ce que doivent être les finalités de l'action politique. Euh, Toute posture politique visant à privilégier, au fond, le comment, hein, les moyens, par rapport justement aux fins, aux finalités, j'allais dire, constitue une entrave en tant que telle au processus démocratique. Or, justement, cette rhétorique de la guerre, elle avait pour objectif de postuler une unanimité, je l'ai dit, hein, de la nation. Or, évidemment, la démocratie répugne profondément au principe de l'unanimité. La démocratie, elle naît justement d'un principe d'opposition, le principe de ce que les Grecs appelaient l'agone, c'est-à-dire le combat, le duel, mais qui peut être aussi d'ailleurs un combat ou un duel verbal. Et le processus démocratique s'accomplit dans cet espace que les Grecs appelaient l'ecclésia, hein, qui est l'espace de l'assemblée, qui est un espace d'opposition, qui est un espace de conflit,
et qui précisément suppose des visions contradictoires sur les fins que l'on se propose, sachant qu'en dernier ressort, l'Assemblée va devoir décider, évidemment. Mais dans ce processus, on est aux antipodes de toute forme d'unanimité, bien entendu, puisque voilà, chaque vision doit pouvoir s'exprimer. Et alors, mais on y reviendra peut-être, hein, c'est un des principes essentiels du fonctionnement de la démocratie, c'est que jamais on ne doit sortir du principe agonal, hein, du principe de l'agone, du principe du débat, de la conflictualité. C'est-à-dire qu'en dernier ressort, l'Assemblée va prendre une décision, cette décision n'est pas un compromis. C'est ça qui est très important, hein, qui est important de comprendre justement quand on parle d'éthique de la démocratie. Ça n'est pas un compromis. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un choix. Il n'y a pas de compromis possible sur le terrain politique. Si je prends un exemple patent, alors pour sortir justement prenons l'exemple de la peine de mort, par exemple, si elle devient une question politique démocratique, on ne peut pas imaginer un compromis sur la question de la peine de mort entre ceux qui veulent l'abolir et ceux qui veulent la rétablir, en l'occurrence, puisqu'elle a été abolie en France. Vous voyez bien que voilà, la notion de compromis ici n'a pas d'existence. Donc, ça veut dire que sur le terrain politique, on fait un choix. Dans le contexte de la démocratie, ce choix est celui de la majorité, mais et on y reviendra peut-être, en aucun cas, ce choix fait par la majorité ne doit opprimer la minorité, c'est-à-dire ne doit nier la position de la minorité. C'est toute la difficulté, évidemment, de la vie politique en démocratie. C'est le gouvernement de la majorité, mais d'une majorité qui doit rester soucieuse de l'existence et des valeurs et des choix de la minorité. Faute de quoi, évidemment, la démocratie bascule dans une forme d'oppression qui en nie le principe. Vous avez dit dans une tribune récente que la démocratie est précisément le régime de la crise permanente. En quoi le régime démocratique est précisément un régime de crise? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Au fond, il faut en revenir peut-être à ce qui constitue le paradoxe fondamental de la démocratie, de cette invention grecque qui s'est faite, je dirais, longuement hein, dans l'histoire, hein, puisque au fond, c'est un processus qui commence à partir de ce qu'on a appelé la Renaissance grecque, hein, dans les cités de la Grèce, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui va se construire par étapes hein, jusqu'à ce qu'on peut considérer comme un accomplissement du processus démocratique au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qui serait en quelque sorte l'âge d'or de la démocratie telle qu'elle a été inventée par les Grecs. Or, je disais, c'est un paradoxe. Pourquoi ? Parce que finalement, la démocratie, elle se construit sur l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, d'un débat permanent, d'une conflictualité permanente dans l'exercice du pouvoir, ce qui signifie nécessairement aussi une forme d'instabilité. Cette instabilité, elle est inscrite dans le cœur même des institutions de la démocratie. Or, précisément, tous les régimes politiques qui avaient vu naissance auparavant et qui s'inscrivaient dans des logiques de pouvoir, donc je mets à part évidemment ce qui a pu être observé hein, par les ethnologues dans des sociétés dites primitives, mais où au fond justement on observe des sociétés sans pouvoir, hein, où le principe du pouvoir n'est pas mis en application, mais dans les sociétés humaines dominées, régies par ce principe du pouvoir, l'objectif principal du pouvoir, c'est la stabilité du corps politique, la stabilité des institutions, la stabilité du gouvernement. Donc, évidemment, cette invention démocratique, elle contrevient à ce principe de stabilité. C'est aussi pour cela, évidemment, que la démocratie s'est inventée, je dirais, sur le long terme, hein, mais finalement, elle demeure un objet d'étonnement, elle doit demeurer un objet d'étonnement, et pour nous aussi qui nous inscrivons dans le prolongement de cette invention des Grecs, parce que cela suppose en effet que constamment on se réinterroge sur, alors non seulement, je le disais tout à l'heure, les finalités de l'action politique, mais aussi sur les institutions
de la démocratie elle-même. Alors c'est pour ça aussi que j'ai parlé d'emblée de l'invention démocratique comme d'un processus lent, et au fond, il est toujours inachevé. La démocratie ne cesse de se réinventer, de s'interroger sur ses institutions, sur le principe de ces institutions. Voilà, je dirais, rien ne fait exception à la conflictualité, au débat dont je parlais tout à l'heure dans le champ démocratique, à commencer par les institutions elles-mêmes. Et d'ailleurs, voilà ce qu'on observe dans la démocratie chez les Grecs. Alors on en parle toujours, et c'est toujours un peu trompeur, comme d'une espèce d'essence, hein, comme si la démocratie était, voilà, j'allais dire, une, un, un, un type de régime qui puisse être voilà, défini de manière définitive, hein, justement, c'est ce que veut dire la définition d'ailleurs, hein, c'est qu'on en cerne les contours. Alors on y reviendra peut-être, mais justement la démocratie ne peut pas être définie au sens propre, puisqu'elle ne cesse de se réinventer dans l'exercice même de son processus politique, hein, du gouvernement. On voit d'ailleurs là aujourd'hui, alors on va dire on est dans une situation de crise, mais au fond, on n'a jamais cessé d'être dans des situations de crise, hein, d'interrogation par rapport au fonctionnement des institutions et même au principe des institutions. Aujourd'hui, voilà, le discours sur la caducité des institutions de la Ve République, hein, sur le fait qu'elles seraient, j'allais dire, périmée, obsolète, ou qu'elle devrait être repensée, s'inscrit en fait dans un processus qui est le processus démocratique lui-même. Donc il ne faut pas y voir, j'allais dire, une crise de la démocratie, c'est une crise qui s'inscrit dans le régime ordinaire de la démocratie. Alors, en quoi cette pratique de la discussion démocratique aurait pu être mise en place pendant cette période de crise, et comment ça interroge quand même énormément la place du citoyen dans cette crise, hein, son action possible, comment on l'écoute, et sa participation au-delà de l'écoute même. C'est-à-dire comment on peut penser en période de crise, encore une fois, cette participation citoyenne qui, dans le domaine de la santé, a été considérablement accentuée lors d'une autre crise, hein, de l'épidémie du sida, qui a abouti ensuite à la loi de 2002 sur la place des patients dans le système de soins, dans le système hospitalier, et qui a changé quand même beaucoup de choses sur la possibilité d'action du patient dans le système de soins, dans lequel, qui était auparavant beaucoup plus paternaliste, c'est-à-dire que les médecins et les, entre guillemets, les experts expliquaient aux patients ce qui était bon pour eux sans vraiment leur demander leur avis. Donc, quelle place, pour reformuler ma question de manière très synthétique, quelle place du citoyen on peut imaginer dans une période de crise? Voilà. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on le fait participer? Est-ce qu'on imagine des formes nouvelles de concertation? Voilà. Quelle piste on peut explorer de ce point de vue-là? Alors, si on reste justement dans le contexte d'une démocratie, il est évident que le citoyen doit demeurer un acteur politique de premier plan. Il doit continuer, j'allais dire, d'exercer le pouvoir. Alors, certes, par l'intermédiaire de ses représentants, mais quand on a affaire à une crise comme celle du coronavirus, euh, on est dans un cas de figure qu'il faut bien prendre en compte, c'est-à-dire que les gouvernants auxquels on a confié un mandat politique au moment des élections se trouvent confrontés, ainsi que l'ensemble de la nation, à des enjeux qui évidemment relevaient de l'imprévisible. Bon. Alors l'imprévisible n'est pas, j'allais dire, un problème dans la vie démocratique, puisque j'ai dit tout à l'heure au contraire que d'une certaine façon, elle ne cessait de s'inventer elle-même. Mais cela signifie quand même que par rapport au mandat que l'on a confié aux gouvernants, une crise comme d'une ampleur telle que celle que nous observons aujourd'hui, nécessairement réinterroge le mandat qui a été confié aux gouvernants. Donc, même dans le cadre d'un système représentatif, hein, comme l'est notre démocratie et comme le sont les démocraties occidentales d'une façon générale aujourd'hui, une crise comme celle-là, j'allais dire, impose en quelque sorte, de manière démocratique, aux gouvernants de consulter les citoyens sur la conduite à tenir, l'action politique à envisager.
Donc ça, c'est le premier point, et j'allais dire, il est lié encore une fois au principe même de la démocratie. Dans le cas qui nous intéresse, dans le cas de l'épidémie du coronavirus, bon, on y reviendra tout à l'heure peut-être, c'est un point qui est important, cette question de l'expertise, hein, justement. Bon, c'est une pandémie, donc c'est une crise sanitaire qui pose des problèmes de santé publique, ce qui implique évidemment de recourir aux connaissances, à la science d'un certain nombre d'experts, mais le fait est, et on en voit une illustration exemplaire avec cette crise depuis le début, l'expertise de ces experts est elle-même, j'allais dire, malmenée par le virus. Hein. Bon, aujourd'hui encore, nous n'avons pas de vaccin disponible, et les médecins, les experts se posent encore des questions, les épidémiologistes se posent encore des questions majeures sur le fonctionnement de ce virus, sur son impact sur la physiologie des patients qui en sont affectés. Donc voilà, il y a quantité de questions qui demeurent ouvertes pour les patients eux-mêmes, y compris sur les modes de contamination d'ailleurs, quelle est la part de l'aérien dans la contamination du virus, etc. Donc on sent que la communauté médicale est en train elle-même de tâtonner. C'est un objet de recherche. Donc on ne peut pas considérer l'expertise justement médicale comme étant, là encore, définitive sur la question de l'épidémie. Ce qui voulait dire nécessairement la nécessité d'organiser un débat public qui implique tous les acteurs de la société selon leurs différents champs de compétences. Étant donné que personne ne détient une compétence universelle, eh bien, il fallait pouvoir organiser une concertation publique que les autorités gouvernementales puissent interroger, alors certes des médecins, des épidémiologistes, mais aussi des représentants des patients atteints du coronavirus, des représentants des patients qui sont en situation de vulnérabilité particulière, dans des situations qu'on appelle médicalement des situations de comorbidité, par exemple, lorsqu'on est atteint de maladies qui peuvent affecter un organisme et le rendre plus vulnérable justement à des crises comme celui-ci. Donc, et on aurait dû évidemment aussi interroger les citoyens dans dans toute leur diversité par rapport aux mesures qui ont concerné le confinement. Hein, le confinement et d'ailleurs le déconfinement, puisque voilà, nous sommes maintenant dans une deuxième phase du processus politique. Or, au lieu de consulter les citoyens sur ces questions, on a finalement observé de la part des autorités, des pouvoirs publics, justement cette option paternaliste que vous évoquiez dans votre question, c'est-à-dire au fond une espèce d'infantilisation un peu des populations, qui d'emblée, hein, finalement, a conduit à donner des citoyens une image extrêmement dévalorisée. Alors, si on fait effectivement, si on considère les citoyens dans leur diversité et tels qu'ils ont été représentés dans ce discours tenu par les pouvoirs publics, on avait l'impression, alors d'un côté, il y avait les malades, bon, qui eux-mêmes étaient évidemment souffrants, donc dans une situation de dépendance, bon, et devant être pris en charge par les autorités médicales. Bon, on a également, j'allais dire, infantilisé les gens qui n'étaient pas malades, mais qui étaient susceptibles de le devenir. Donc le discours sur le confinement a globalement été un discours très paternaliste. Il est d'ailleurs significatif à cet égard que la première déclaration politique qui a été faite par le Premier ministre sur la question de la crise, annonçant les mesures du confinement, cette première déclaration n'a pas une seule fois mentionné la démocratie, le souci démocratique, le principe d'une concertation. Le Premier ministre n'a mentionné que les experts et prétendait donc gouverner en appui sur un discours d'expertise dont je viens de dire qu'il était pour le moins remis en question par la crise qui a frappé le monde entier. Et ce que je voulais dire, alors là, c'est un élément qui est assez intéressant parce que c'est une chose que Tocqueville a analysé d'une façon tout à fait éclairante, hein, dans ses différents ouvrages, mais en particulier dans La démocratie en Amérique. Tocqueville y examine les fragilités de la démocratie et tout ce qui est susceptible de faire basculer les démocraties dans ce qu'il appelle un despotisme démocratique, hein, donc une espèce de dérive, hein, des sociétés démocratiques vers un autoritarisme des gouvernants. Et justement, ce que montre Tocqueville, c'est que l'un des vecteurs essentiels de cette dérive,
c'est le fait que le citoyen, au fond, ne cesse de s'autodéprécier en considérant au contraire le pouvoir qui s'exerce sur lui comme tout puissant, comme souverain, comme l'incarnation d'une puissance collective dont le citoyen s'estime personnellement dépourvu. Et donc le citoyen, au lieu de se dire je suis un acteur de premier plan dans un peuple qui est dans une société démocratique lui-même un acteur, et donc chaque citoyen a sa part à jouer, son rôle à jouer dans les délibérations, le citoyen tend à se dire finalement la politique se fait sans moi, je ne suis qu'un individu isolé dans un groupe qui me dépasse, et donc finalement je m'en remets au pouvoir public qui seuls peuvent être les représentants du peuple dans son ensemble. Et Tocqueville, je terminerai là-dessus, pour répondre à votre question, Tocqueville justement joue sur ce mot de représentation. C'est tout à fait brillant la façon dont il le fait, surtout qu'il le fait de façon assez implicite, toujours à force de Tocqueville justement, et de procéder de manière très très allusive, hein, mais au fond, le mot représenter en français, il a deux sens. Il peut avoir deux sens. Il peut vouloir dire justement euh, euh, être détenteur d'un mandat qui a été confié par un mandateur pour justement exprimer agir en son nom dans un certain type de circonstances. Donc on peut dire que là, les élus sont, par exemple, les mandataires du peuple, mais représenter peut vouloir dire aussi figurer, hein, dessiner. Et justement, au fond, ce que montre Tocqueville, c'est que les gouvernants, dans un système représentatif, dans un système de démocratie représentative, tendent à représenter le peuple dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois à exercer un mandat en son nom, mais aussi à lui donner une certaine image de lui-même. Et il y a à cet égard, je dirais, une responsabilité des gouvernants dans la représentation qu'ils veulent donner dans leur discours, mais aussi dans leur action politique, des citoyens eux-mêmes. Et évidemment, toute infantilisation du peuple dans un discours a des conséquences nécessairement funestes sur le fonctionnement de la démocratie, puisque vous ne faites que suggérer au fond aux citoyens qu'ils sont impuissants et qu'ils n'ont au fond qu'un droit, c'est celui de suivre la politique qui a été décidée sans eux. Dans ce que vous dites, moi je vois deux éléments très importants concernant l'éthique telle qu'on essaye de la concevoir à l'espace éthique Île-de-France. Et les deux points que je retiens, mais il y en aurait certainement beaucoup d'autres, hein, parce que voilà, c'est très riche, mais c'est dans un premier temps, c'est de voir qu'on retient là, à travers la place du citoyen et cette idée de représentation, un sens premier de l'éthique. Pour revenir à l'Antiquité et à Aristote, c'est vraiment l'éthique comme ethos, c'est-à-dire comme manière de vivre, comme mode de vie, comme manière de se comporter, comme voilà. Ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'à la source de la démocratie, il y a ce mode de vie. Et quand on s'attaque finalement à cette représentation du citoyen, quand on s'attaque à ce mode de vie, à cette manière de se représenter soi-même et de représenter sa place dans le système politique ou dans le système de soins, ben on attaque aussi ce système démocratique, puisque les deux sont extrêmement liés, cette manière de vivre et cette manière de décider collectivement des choses. Le deuxième élément concernant vraiment l'éthique en lien avec la démocratie, c'est ce non-savoir, cette ignorance qui est au cœur de la crise sanitaire qui se déroule actuellement. Alors, c'est une ignorance, il y a une ignorance qui va pouvoir trouver un terme, c'est-à-dire une ignorance qui sera remplacée par un savoir, c'est l'ignorance médicale. Cette ignorance médicale, on va réussir à trouver des solutions, on va réussir à savoir quelle est la contagiosité de ce virus, combien de temps on peut être contagieux au maximum après la fin des symptômes, etc. etc. Ça, c'est des études. On peut parier sur le fait qu'un jour, on saura. Par contre, il y a un non-savoir, c'est pour ça que je l'appelle le non-savoir plutôt que l'ignorance, qui est au cœur de la démocratie, c'est cette décision. C'est-à-dire que quand on pose une question qui n'est pas une question médicale, comme comment réaliser un confinement, déjà, faut-il réaliser un confinement? Et puis ensuite, comment le réaliser, le mettre en œuvre
de la manière la plus respectueuse possible des personnes, personne n'a la réponse définitive. On est dans le cadre d'un non-savoir. Et ce non-savoir, il peut être éclairé temporairement par tout un ensemble de gens, par la concertation. Et on l'a vu, voilà, j'ai travaillé beaucoup sur cette notion, sur les situations de handicap dans la crise, dans le confinement et puis dans la phase de déconfinement. Et on voit bien qu'il y a énormément de situations, de cas particuliers qui n'ont pas du tout été pris en compte dans un premier temps. Les personnes autistes, les besoins d'accompagnement à l'hôpital, l'isolement dans les établissements médico-sociaux, je pourrais dire comme ça des dizaines et des dizaines de cas. Et on voit bien que la concertation, à ce moment-là, est ce qui aurait permis d'adapter les règles, de mieux accompagner les personnes, d'éviter un isolement, de mieux prendre en compte leurs besoins en termes de soins réguliers, kinésithérapie, ergothérapie, soins psychiatriques, etc. etc. Et on voit bien Alors, la nécessité éthique, c'est-à-dire la prise en compte des personnes, la prise en compte, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité éthique à les consulter pour respecter leur dignité. alors Alors oui, voilà. oui, oui, j'aurais deux remarques par rapport à ce que vous évoquez. Euh, la première donc, concerne en effet cette question de ce qu'on appelle en effet l'éthos, hein, en grec, qui est effectivement, alors au départ, hein, l'image que l'on donne de soi par son comportement. Euh, alors, l'éthos intervient justement d'une façon capitale dans l'art oratoire, dans l'art du discours. Or, justement, la démocratie, c'est une pratique politique éminemment discursive. Euh, C'est-à-dire qu'elle présuppose, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le débat, la délibération et l'affrontement de paroles. L'un des principes essentiels de la démocratie athénienne, hein, c'est ce principe de l'iségoria, c'est-à-dire le principe de l'égalité de parole entre les citoyens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est doté de la citoyenneté à Athènes, évidemment, il y a des êtres qui sont exclus du champ civique, mais bon, je m'intéresse ici aux citoyens. À partir du moment donc où on est un citoyen, on a accès à la parole, on a un droit à la parole qui est garanti euh, par la Constitution, même s'il n'y a pas de Constitution écrite à Athènes, mais voilà, par le fonctionnement des institutions. Bon. Or, effectivement, cet ethos, alors Aristote a une expression intéressante, il dit c'est la première des preuves dans un discours, c'est-à-dire que euh, des différentes dimensions qui composent le discours, donc il y a l'éthos, hein, cette image que l'orateur donne de lui-même à son auditoire. Il y a aussi le pathos, la capacité de mobiliser des émotions, des affects par le discours. Et puis il y a le logos, qui est la dimension rationnelle, à proprement parler d'un discours. Mais ce que dit Aristote, c'est qu'au fond, vous pouvez être aussi persuasif que possible, mobiliser les affects de votre auditoire avec un talent extraordinaire. Vous pouvez mobiliser un propos extrêmement structuré, très cohérent sur le plan rationnel. Si vos destinataires ont une image dévaluée de vous-même, ils ne prêteront pas attention à votre parole. Et alors, à cet égard, justement, les spécialistes, les linguistes qui se sont penchés sur cette dimension de l'éthos, ce qu'on appelle les pragmaticiens, qui s'intéressent à la pratique concrète du discours, ont observé qu'il y avait deux ethos en réalité en un. Un ethos qu'ils appellent un ethos prédiscursif, c'est-à-dire l'image de l'orateur avant même qu'il ait commencé à parler. Ce qui veut dire qu'en fait, on est déjà affecté en quelque sorte par la réputation que l'on peut avoir auprès de son public avant d'avoir pris la parole. Et puis, il y a l'éthos discursif qui est l'image que l'orateur va donner de lui-même par son discours. Mais l'éthos prédiscursif est déjà déterminant. Si un individu est disqualifié en tant qu'orateur, il ne pourra pas prendre la parole et donc il est de fait exclu du champ démocratique. Donc ça rejoint en effet ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a bien une question éthique au sens vraiment étymologique du terme derrière cette crise et derrière d'ailleurs le parti pris qui a été celui des autorités publiques depuis le début de cette crise. La seconde remarque que je voulais faire concernait le second aspect de votre intervention sur la question de l'expertise,
de l'ignorance, qui peut être justement une façon d'accéder au savoir. Alors ça, c'est un élément qui est absolument fondamental, là encore, pour le fonctionnement de la démocratie, et cela, encore une fois, dès l'origine, chez les Grecs déjà, dans le principe de la délibération, c'est-à-dire que jamais les textes de loi à Athènes ne mentionnait de principes transcendants, de principes supérieurs sur lesquels on pourrait s'appuyer pour gouverner. Les textes de loi commençaient par une formule rituelle, edoxetai ecclesiae en grec, c'est-à-dire il a paru bon à l'assemblée du peuple. Bon, en d'autres termes, on ne sait pas si on a raison, mais c'est ce sur quoi on s'est mis d'accord. Donc ça renvoie évidemment à la question de la vérité en politique. Toute connaissance, toute science étant appuyée sur la question de la vérité. Or, justement, Aristote a montré dans sa politique qu'en politique, la vérité n'est pas de même nature que dans les sciences ou en philosophie. C'est une vérité que Aristote qualifie de vraisemblable. C'est-à-dire, c'est ce qui paraît vrai, c'est ce qui semble bon. C'est le fameux principe de l'édoxé que je mentionnais tout à l'heure. Or, précisément, la démocratie prend en considération cet aspect-là. C'est-à-dire, on ne sait pas, on va essayer de se mettre d'accord pour, voilà, par le débat contradictoire, tenter d'envisager la meilleure décision possible. Et cela, en effet, ne se fait pas sur le fondement uniquement sur le fondement d'une expertise. En parlant de cette question de l'expertise, j'en profite. Quelle doit être la place des experts en démocratie, et notamment dans la démocratie sanitaire en période de crise? Alors, elle est fondamentale, cette place des experts. Attention, évidemment, il ne faut pas conclure de ce que j'ai dit précédemment, que l'on devrait nier ou écarter la parole des experts. Elle est absolument indispensable pour éclairer l'action publique. Elle l'a d'ailleurs toujours été, et notamment d'ailleurs dans les délibérations démocratiques, quelles que soient les institutions qui l'organisent, cette délibération. La parole de l'expert est une parole tout à fait essentielle. Il va de soi que si les citoyens sont tous égaux en droit, ils ne sont pas tous identiques, et notamment ils ne détiennent pas le savoir au même titre. Voilà, certains d'entre nous sont spécialistes dans un domaine ou dans un autre. On ne doit pas considérer évidemment en démocratie la vérité comme j'allais dire uniquement une question de masse, une question de nombre. La démocratie n'est pas l'oclocratie, ce qu'on appelait en Grèce ancienne l'oclocratie. Alors c'est un terme oclo, O-C-H-L-O, qui veut dire le gouvernement de la foule. Bon, alors c'est un terme qui appartenait à la philosophie politique grecque. On trouve chez Polybe, par exemple, qui est un historien, un philosophe qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, c'est un terme qui était un peu, depuis la Renaissance, tombé en désuétude dans le vocabulaire à vrai dire, depuis le XVIIIe siècle, tombé un peu en désuétude dans le vocabulaire politique, qui avait d'ailleurs disparu complètement des dictionnaires, et qu'on a vu arriver de nouveau et rentrer dans les dictionnaires, puisqu'il a fait son retour dans le Petit Robert à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, justement, en 2019, parce qu'au fond, voilà, on a posé la question démocratique. Et au fond, quand on dit, voilà, qu'est-ce que la démocratie, on peut être tenté de se dire, bah voilà, au fond, ce qui peut être considéré comme vrai, c'est ce qu'une majorité de personnes ont décidé de considérer comme vrai. Alors évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vérité, en particulier scientifique, technique, doit demeurer évidemment la prérogative de ceux qui ont approfondi ces connaissances. Donc, c'est pas voilà, et on doit évidemment leur prêter attention. Mais justement, la question, c'est que l'expert n'est pas décisionnaire. On consulte un expert, mais l'expert ne décide pas. La décision doit demeurer en démocratie le résultat de la délibération, une fois encore, quel que soit le mode sur lequel s'accomplit cette délibération. Les experts ne sont pas tous d'accord, et on l'a vu d'ailleurs avec la crise du coronavirus.
Hein, donc il y a déjà un débat qui existe au sein de la communauté scientifique, qui n'est pas d'ailleurs un débat démocratique. Hein. Là encore, c'est pas tout à fait du même ordre. C'est un débat scientifique, donc qui demeure appuyé sur des connaissances qui ne demeurent pas de l'ordre du vraisemblable, hein, mais qui doivent se confronter constamment à une expérience ou à une validation interne, hein, dans le champ scientifique. Donc il y a un débat interne à la communauté des experts. Et puis il y a aussi un phénomène qui est que alors c'est Alain, hein, le philosophe, qui évoquait justement ce danger qu'il pouvait y avoir à gouverner, à prétendre gouverner uniquement au nom de l'expertise. C'est que Alain disait, un expert, il n'est jamais spécialiste que de son domaine. Et l'action politique, elle présuppose toujours la connexion de quantité de domaines. On a évoqué d'ailleurs là dans les différents exemples que vous avez donnés ou que je donnais tout à l'heure, hein, des problèmes concrets qui se sont posés à l'occasion de cette crise. Hein. Voilà, bon, on décide le confinement, mais quelles sont les conséquences du confinement sur la psyché des individus, sur les rapports sociaux, le confinement dans une cité de banlieue défavorisée n'est pas ne s'exerce pas dans les mêmes conditions que dans des espaces beaucoup plus vastes que permettent des niveaux de fortune plus élevés. Donc, vous voyez, il y a des tas de questions qui se posent d'ordre psychologique. Bon, voilà, donc ça va impliquer forcément une décision politique, elle implique des connaissances multiples. Or, le problème de l'expert, dit Alain, c'est que lui, il jugera toujours uniquement en fonction de sa spécialité et des exigences de sa spécialité. Donc voilà, alors on a pu voir d'ailleurs l'association des jeunes médecins, hein, qui avait exigé au début du confinement un confinement total de la population française, en disant voilà, il faut que les gens ne puissent pas du tout sortir de chez eux, un peu à la façon chinoise, hein, c'est-à-dire avec des distributions de nourriture en bas des immeubles. Bon. Alors évidemment, on pourrait dire d'un point de vue purement médical, cette solution de confinement total pouvait paraître satisfaisante en ce sens qu'évidemment, si personne ne sortait, les contaminations auraient été quasiment réduites à néant. Oui, sauf qu'il y avait d'autres paramètres à prendre en considération, et notamment quelle était la puissance effective des pouvoirs publics. On a vu que les pouvoirs publics peinaient déjà à prendre en charge sur le plan médical les patients qui affluaient, enfin qui ont afflué, qui affluent encore d'ailleurs, dans les hôpitaux. On imaginait mal les pouvoirs publics dans ces conditions mettre en place des réseaux de distribution de nourriture, comme on a pu l'observer en Chine. La puissance de l'État dans nos démocraties occidentales, et c'est peut-être d'ailleurs un des sujets dont on doit débattre dans l'après-Covid, mais n'est pas évidemment la puissance qu'en Chine. Donc vous voyez, bon, l'association Jeunes Médecins avait raison du point de vue médical, mais se trompait complètement du point de vue de l'économie politique. Hein. Donc voilà, c'est pourquoi il y a toujours la nécessité évidemment de conjoindre plusieurs avis. Donc on consulte l'expert, mais ça n'est pas l'expert qui doit décider. Et j'allais dire pour finir qu'il faut toujours se méfier évidemment du discours de l'expertise tel qu'il peut s'exercer dans le champ politique, notamment parce que les représentants politiques ne sont pas eux-mêmes des experts. Ils prétendent gouverner appuyés sur des experts, mais quels sont les experts qu'ils ont consultés? Bon, on sait que voilà, la science n'est jamais désintéressée. Voilà, un expert, même voilà, dans le champ scientifique, les théories scientifiques sont aussi appuyées sur des nécessités économiques, politiques. Voilà, il y a des débats qui animent la communauté scientifique, il y a des options scientifiques qu'on va creuser. Même les sujets de recherche sont déterminés en fonction de questions politiques, hein, qui vont donner le privilège à tel ou tel champ de recherche sur tel autre, à telle ou telle option scientifique sur tel autre. Donc voilà, la science n'est pas non plus complètement désintéressée. Elle s'exerce aussi en fonction de certains intérêts politiques. Et il est toujours nécessaire d'éclairer ces intérêts politiques au lieu de les dissimuler derrière un pseudo-discours d'expertise. Une dernière question peut-être autour de cette question de la démocratie en période de crise sanitaire et de savoir quelle éthique on doit privilégier pour notre système démocratique. C'est la question de la temporalité peut-être, parce que ça c'est la question commune qui peut y avoir entre la pratique de l'éthique dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux et la pratique de la démocratie. C'est-à-dire qu'en période de crise, on va dire on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps d'envisager les questions ensemble, puisque à la fois cette pratique de l'éthique et cette pratique de la démocratie nécessitent quand même de se rencontrer, de prendre le temps de l'échange. Et on sait qu'en période de crise, c'est justement le temps qui manque. Et l'intelligibilité des choses aussi, c'est-à-dire de bien comprendre ce qui se passe, de se mettre d'accord là-dessus.
cette question de la temporalité de la démocratie, elle a été aussi posée par un philosophe comme Bernard Stiegler, par exemple, à travers son concept de disruption, de dire que dans les startups et même les très grands groupes américains, les GAFA, Google, Apple, etc., Amazon et tous les autres, prennent de court systématiquement le système démocratique en empêchant tout débat. C'est-à-dire leurs applications, leurs outils sortent, inondent le marché, avant même qu'on ait pu se mettre d'accord sur est-ce que d'un point de vue éthique, du point de vue des modes de vie, c'est favorable ou c'est pas favorable. Est-ce que c'est favorable aux libertés individuelles, à la protection de la vie privée et de l'intimité ou pas? Et finalement, cette question de la temporalité, c'est une question qui se pose à travers, à travers les GAFA, mais aussi à travers cette crise sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser d'une temporalité démocratique, si on veut, en temps d'accélération? Ou justement, est-ce qu'il faut assumer le fait de ne pas accélérer, quoi, de prendre le temps? Alors, c'est en soi, j'allais dire, une question, j'allais presque dire, dont il faut d'ailleurs débattre sur le plan démocratique, finalement, cette question des temporalités. Alors, je pense qu'il est important ici de maintenir un pluriel, euh, parce que, comme on le sait, le temps n'existe pas comme une donnée universelle, hein. Il n'y a pas un temps, une temporalité, il y a des temporalités qui toujours, évidemment, s'entrecroisent, et j'allais dire même à un instant précis et dans un processus précis. Voilà. Si on prend par exemple l'échange que nous avons en ce moment, il se déroule dans un certain laps de temps, mais en même temps, il se connecte sur une crise qui, elle, a commencé il y a quelques semaines et qui se poursuit, donc sur un laps de temps plus long. Nous prenons appui sur des théories philosophiques qui remontent à l'Antiquité. Euh, les réflexions même que nous partageons ici sont des réflexions que nous avons élaborées sur le temps long. Donc, vous voyez, quand on prend un segment temporel, en fait, on s'aperçoit que ce segment est toujours composé d'un faisceau de segments. Donc, je parlais de temporalité au pluriel. Si on applique cette affaire justement à la crise qui a eu lieu, évidemment, il y a la temporalité, j'allais dire l'urgence médicale. Bon, voilà, des malades se présentent dans les hôpitaux et là, évidemment, il faut les prendre en charge. Alors déjà, j'allais dire, même sur cette ligne de l'urgence médicale, on s'aperçoit que tout dépend du contexte, de la politique que l'on a mise en place. On a vu par exemple qu'en Italie, hein, si la crise a été dans un premier temps si mal gérée, c'est parce que le pays n'avait pas mis en place les dispositifs de confinement, de préservation de la population, ce qui fait que les hôpitaux italiens se sont retrouvés très vite saturés et n'ont pas procédé à des choix. Bon, alors en fonction des patients qui leur arrivaient et notamment du degré de gravité des patients qui arrivaient dans les hôpitaux. Alors, on renvoyait chez eux des gens qu'il aurait fallu hospitaliser parce que tous les lits d'hôpitaux étaient pris par des malades qui n'avaient peut-être pas tous le même degré de gravité. Donc, on voit que même la question de l'urgence médicale, elle pose déjà, elle doit faire l'objet de décisions politiques et donc peut-être de réflexions. Après, je dirais, bon, il y a aussi la temporalité économique, bon, qui est une temporalité, évidemment, bon, là, évidemment, on parle de la crise économique qui est en train de se constituer. Là aussi, de quoi parle-t-on exactement? On mobilise des richesses, soit dit en passant d'ailleurs, des richesses que l'on disait ne pas pouvoir mobiliser auparavant au service de l'hôpital public. Voilà, bon, là, on vient de débloquer centaines de milliards en France pour remédier aux différents problèmes posés par la crise. Donc, là aussi, quand on parle d'urgence économique, bon, de quoi parle-t-on exactement? Là encore, l'urgence, elle est parfois, j'allais dire, organisée ou orchestrée par certaines options politiques, hein. Bon. Et puis, voilà, on voit bien avec les décisions, par exemple, du déconfinement, ce sont des décisions qui auraient pu être accompagné de davantage de concertation. Bon, or on s'aperçoit d'ailleurs que les différentes instances gouvernementales ont eu déjà un petit peu de difficulté à se concerter les unes les autres apparemment, d'où un certain nombre de contradictions qui ont eu lieu, ce qui veut dire peut-être qu'il fallait prendre davantage de temps pour organiser, pourquoi pas, un débat public ou des concertations via peut-être des représentants, des associations, des usagers, voilà, alors déconfiner, par exemple, reprendre, assurer une reprise des cours à l'école, bon, nécessitait peut-être d'interroger au préalable, plus qu'on ne l'a fait sans doute,
les parents d'élèves, les représentants des étudiants, des professeurs, les syndicats, etc., etc. Donc voilà, il y avait quantité de leviers à mettre en place. Donc je dirais au fond, le souci démocratique doit constamment conduire à, j'allais dire, à introduire un délai salutaire, c'est-à-dire à prendre le temps de la réflexion. Alors évidemment, il y a des urgences, il y a l'action au jour le jour, mais il ne faut jamais s'immerger complètement dans cette action. D'autant qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, en fait, cette action, elle paraît urgente parce qu'on est justement trop aveuglé par l'action en cours et qu'on n'en voit plus les tenants et les aboutissants. Donc ce temps de la délibération, il est un temps absolument salutaire et il doit même exister, je dirais, dans la vie des individus. Alors vous avez fait, je terminerai là-dessus, référence à la disruption, au concept du philosophe Bernard Stiegler, qui était au départ d'ailleurs un terme de marketing pour désigner justement une stratégie de communication sur un produit qui prenait les habitudes à revers et qui surprenait le public et qui s'avérait plus efficace en tant que tel. Alors cette disruption, elle est devenue en effet un mode de gouvernement, elle est devenue, j'allais dire, même un mode de société, un mode de vie en réalité, où les individus sont constamment contraints, mis en situation d'instabilité factice. Bon, et justement, ça me permettra de faire un peu la boucle avec ce que je disais tout à l'heure. Si la démocratie est justement le régime qui place l'instabilité au cœur de ces institutions, c'est parce que la démocratie doit permettre toujours de prendre le temps de gérer cette instabilité et d'en faire non pas j'allais dire, un cauchemar, un processus qui s'accomplit malgré les individus, parce qu'en ce cas, on perd le principe d'autonomie, qui est le principe moteur de la démocratie. Si la démocratie peut prendre en charge l'instabilité, voire l'organiser quand elle repense ses institutions, c'est parce qu'elle doit prendre le temps de la délibération, de la considération des choses. Et donc là, effectivement, je dirais un bon agenda démocratique. C'est un agenda qui, au lieu d'accélérer les lois, les dispositifs de réforme, de gouverner par ordonnance, etc., va au contraire organiser les conditions du débat public, des interactions, des conflits que j'évoquais tout à l'heure, qu'on puisse écouter tout le monde, même ceux qui disent des bêtises. Le principe de la démocratie, justement, c'est qu'il faut que des gens, il y a des gens qui pensent mal, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas égal face au savoir, à l'argumentation, etc. Bah, justement, écoutons ceux qui pensent mal et essayons de comprendre pourquoi ils pensent mal. On ne peut pas le décider comme ça de façon arbitraire. Parfois, une erreur, elle fait avancer considérablement dans la perception de la réalité. Là encore, prenons le temps de l'erreur, de l'errance. L'origine du mot erreur, c'est errare, c'est errer. Donc l'errance, ça suppose du temps, ça suppose… voilà. Les Grecs étaient d'ailleurs très conscients de ça. On voit que c'est très cohérent, la pensée grecque. Et on n'est pas étonné qu'ils aient inventé la démocratie, parce que pour eux, justement, on n'apprend qu'en errant. Voilà. Le modèle, j'allais dire héroïque, épique, étant Ulysse, cet égard, le héros qui va apprendre sur lui et sur le monde parce qu'il est dans cette espèce d'errance, dans ce voyage. Bon. Donc, je dirais, voilà, il faut reprendre le temps de l'erreur, le temps de l'errance, le temps du débat, le temps de la concertation et de la délibération. Et c'est peut-être ce que nous a appris le confinement, finalement. Je dirais que si on devait retenir quelque chose de très positif dans la période que nous avons traversée, que nous traversons encore en partie d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas revenus tant s'en faut à des conditions normales. Y a-t-il des conditions normales d'existence? Non, pas vraiment, puisque les conditions ne cessent de changer, on l'a dit tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, nous avons été dans des conditions inédites d'existence. Elles nous ont aussi appris à vivre une autre expérience du temps. Les emplois du temps se sont retrouvés un peu, j'allais dire, relâchés, réinventés, plus mouvants, plus flottants peut-être. Les individus avaient davantage de temps à leur disposition. Ce qui leur paraissait urgent, voire urgentissime auparavant, finalement l'était moins. Et donc, on a peut-être pu expérimenter à l'échelle individuelle cette espèce de
alors en tout cas quand on avait des conditions privilégiées de confinement, hein, je prends les précautions qui s'imposent parce que j'ai dit tout à l'heure que le confinement a été vécu de façon très différente et parfois de façon très très tragique, hein, par certains de nos concitoyens. Mais disons que pour ceux qui ont eu la chance, pour celles et ceux qui ont eu la chance de vivre ce confinement dans les meilleures conditions possibles, c'était peut-être un moyen de reprendre la main sur la temporalité et peut-être de s'apercevoir à quel point le processus d'accélération que vivent en particulier les pays développés dans le monde d'aujourd'hui, ce processus d'accélération est un processus un peu effarant, effrayant, et notamment pour la liberté des individus. Alors, on va mettre fin à ce module. Merci beaucoup, Florent Trockner-Lopez. Moi, j'aurais quelques éléments Merci. de conclusion, peut-être. C'est que, effectivement, cette notion de démocratie et de démocratie sanitaire, hein, d'après ce que vous dites, doit accepter pleinement l'incertitude. Cette notion d'incertitude radicale. L'incertitude qu'on ne pourra jamais éclairer d'un savoir définitif. Et en partant de cette notion d'incertitude, effectivement, il y a un ethos, hein, il y a un mode de vie qui se dessine, une éthique qui est de savoir s'opposer, c'est-à-dire se mettre d'accord sur nos désaccords, hein, comme le dit le philosophe Patrick Vivray, qui est très éclairant sur cette dimension démocratique, et comme le dit Marcel Mauss, de s'opposer sans se massacrer. Savoir s'opposer sans se massacrer et se mettre d'accord sur nos désaccords, c'est peut-être un élément d'éthique qu'il faut garder en tête dans nos régimes démocratiques. Le deuxième point, vous avez commencé à le souligner, mais c'est l'importance de prendre le temps pour identifier les enjeux éthiques ou les enjeux décisionnels autour d'une problématique, autour d'une question. Effectivement, peut-être que le pire qu'on puisse imaginer, c'est une situation où on ne va même pas se poser la question, on va agir. C'est la raison instrumentale qui fonctionne uniquement. On ne réfléchit plus sur les finalités, sur le télos, hein, ce que vous appeliez le télos à la suite des philosophes grecs, mais on ne réfléchit que sur les méthodes, les manières d'y arriver. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut arriver au pire, quand on ne réfléchit plus à la finalité de nos actions, mais uniquement aux moyens. Donc ça, effectivement, ça a été dénoncé par beaucoup de philosophes, hein, Adorno et d'autres, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Effectivement, cette raison instrumentale avait pris le dessus sur tout le reste. Et le troisième point, c'est cette notion fondamentale d'une éthique qui est de la démocratie qui est mouvante. La démocratie, c'est un principe. Et ce principe, le principe, c'est ce qui vient en premier, c'est-à-dire c'est l'impulsion originelle, on va dire, de vouloir décider en commun, de se mettre d'accord sur nos désaccords, hein, comme je le disais à l'instant. Et cette impulsion originale, elle va prendre des formes différentes en fonction du moment, en fonction de l'époque qu'on vit, en fonction des sociétés dans lesquelles ce principe va prendre corps. Et ça, je pense qu'il faut bien le prendre en compte dans le cadre d'une crise sanitaire où il ne faut peut-être pas ni oublier les finalités, ni oublier le principe directeur de nos existences. Et puis, se dire que pour finalement savoir comment agir de manière démocratique en période de crise, peut-être qu'il faudrait se mettre d'accord sur les modalités et les manières de le faire avant la crise. Alors là, en l'occurrence, on le fera peut-être après, mais c'est vrai qu'il y aura un moment, je pense, de concertation nécessaire après la crise, de bilan, et peut-être aussi d'états généraux, hein, comme le souhaiterait Emmanuel Hirsch, hein, le directeur de l'espace éthique, qui voudrait qu'on puisse voilà, décanter un petit peu notre expérience et décider de la meilleure façon d'agir si une crise de ce type-là, alors, soit se poursuit ou survient de nouveau. Et je pense que c'est des notions auxquelles il faut réfléchir très sérieusement à présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être un dernier mot, Florent Trockner-Lopez? Oui, non, et je pense, oui, notamment sur cette question, au fond, parce que c'est une question fondamentale qui est d'ailleurs constamment débattue par la philosophie politique, de savoir si la démocratie doit être considérée comme un régime politique ou plutôt comme un principe vers lequel peuvent tendre des sociétés humaines. Et à cet égard, je pense que c'est
c'est plutôt dans ce second sens que je l'entendrais, au fond, hein, c'est-à-dire aucun pays ne peut être qualifié de démocratique au sens, encore une fois, dans un sens essentialiste, voilà, où on dirait, bon, ce pays est une démocratie. Non, on peut dire que des pays tendent vers la démocratie postulant, j'allais dire, une des choses les plus difficiles qui soit, qui est justement le principe d'égalité. Euh, et donc, ce principe d'égalité, évidemment, il est déjà en lui-même problématique. Comment fait-on pour que des citoyens puissent exercer tous activement leurs droits civiques? Alors, on postule qu'ils ont tous voilà, le droit d'être, de contribuer à la politique qui est menée, mais comment concrètement organise-t-on cette égalité politique? Comment passe-t-on de l'égalité en droit à l'égalité de fait? Alors, ce problème, il peut paraître en effet, en apparence, j'allais dire, insoluble. En réalité, il doit être, et c'est ce que disait d'ailleurs le philosophe Cornelius Castoriadis, qui a énormément travaillé sur la démocratie, et d'ailleurs à partir de l'exemple grec, hein, de l'exemple justement antique, Castoriadis disait, au fond, les adversaires hein, d'un surcroît de démocratie disent toujours, mais de toute façon, comment voulez-vous qu'on aille vers plus de démocratie? Au bout d'un moment, voilà, on ne pourra pas faire que tous les citoyens d'un pays, voilà, on est très nombreux maintenant, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tous ces citoyens participent effectivement à la vie politique? Et Castoriadis disait, mais au lieu d'en faire une réponse, faisons de ce que vous énoncez une question et faisons de cette question l'objet d'un débat démocratique, faisons-en même l'objet principal de réflexion sur les institutions et sur le processus politique, c'est-à-dire concrètement, comment peut-on faire pour que les citoyens prennent une part de plus en plus active à la vie politique. Donc ne sombrons pas dans l'idéalisme. Moi, si j'avais au fond, un dernier propos à tenir, justement, d'ailleurs, j'allais dire éthique, hein, sur l'éthique de la démocratie. Au fond, quel pourrait être le principe essentiel à respecter? Ben, je dirais, moi, ne pas pécher par idéalisme. Il n'y a rien de plus opposé à la démocratie que l'idéalisme. L'idéalisme, il peut conduire finalement à deux choses. Il peut conduire d'une part à dire au fond, voilà, nos institutions sont démocratiques, n'y touchons pas. Bon, et donc on est dans une espèce d'immobilisme par rapport aux institutions qui ne voient pas les problèmes nouveaux qui se posent, les exigences nouvelles qui se posent, celles qui ont été par exemple portées comme un mouvement comme celui des Gilets jaunes, un mouvement très nébuleux, très contradictoire, traversé voilà, de courants politiques multiples, mais une des exigences communes, on va dire, aux Gilets jaunes, c'était justement plus de démocratie. Bon, la contestation des institutions en place. Donc, voilà, mais l'idéalisme, il peut conduire aussi à une autre attitude, tout aussi funeste, qui est par exemple l'attitude d'un abstentionnisme politique, faire de l'abstention un principe en disant, voilà, bah, finalement, l'offre politique aujourd'hui ne correspond pas à ce que je suis en droit d'en attendre. Aucune formation politique ne reflète mes opinions. Le processus de l'élection lui-même n'est pas un processus démocratique. Voilà, parce qu'au fond, on va, comme le dit Tocqueville d'ailleurs dans La démocratie en Amérique, sortir de la suggestion, de l'esclavage le temps des élections et puis retourner ensuite et laisser les autres gouverner pour soi. Et alors, si on part de ce principe-là, bon, alors je m'abstiens, je ne participe pas aux élections, mais qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Voilà, donc là encore, on voit que l'idéalisme conduit à l'inaction politique et l'inaction politique ne peut avoir que des effets absolument désastreux pour le principe de la démocratie. Donc, agir en démocrate, conformément à une éthique de la démocratie, c'est au fond justement envisager toujours les imperfections du système en place et les moyens peut-être d'y remédier sans déclarer la question insoluble. Aucune question n'est insoluble pour l'esprit humain. Merci pour cette belle conclusion. Donc, ça conclut ce premier module de notre cours sur la démocratie en santé à l'épreuve du coronavirus. À très bientôt. Merci beaucoup, Florent Trocmé-Lopez. Merci, au revoir.